Salaberry. Merci, Monsieur le Président. L'eau est certainement notre source la plus précieuse. Sans eau, l'être humain ne peut pas survivre. 75 de la superficie de notre planète est composée d'eau, ce qui constitue un cas unique dans notre système solaire. Cette petite boule bleue que les astronautes voient de l'espace et qu'ils décrivent avec émotion doit être protégée. L'eau est un des éléments essentiels à son équilibre. Or, les pressions sur nos ressources en eau sont de plus en plus fortes. Par exemple, le réchauffement climatique provoque l'augmentation des sécheresses et des inondations. La hausse des températures fait évaporer une plus grande quantité d'eau et diminue le niveau des lacs et des rivières, comme nous l'avons déjà constaté cet été dans le fleuve Saint-Laurent et dans les Grands Lacs. L'augmentation de la population mondiale a aussi un effet à la hausse sur la demande en eau potable. Non seulement la demande en eau augmente le niveau de la consommation individuelle, mais elle est aussi en demande pour la production de nombreux biens de consommation. 4 litres d'eau sont utilisés pour extraire 1 litre de pétrole des sables bitumineux. 10 litres sont requis pour nous donner une feuille de papier ordinaire. 30 litres pour une tasse de thé, 40 litres pour une tranche de pain, 70 pour une pomme et 75 litres pour un seul verre de bière. Nous sommes donc en face d'une situation problématique. Alors que l'eau douce est de plus en plus en demande, elle est aussi davantage menacée par les pressions humaines, climatiques et industrielles. Certains croient que nous nous dirigeons vers des guerres de l'eau. J'espère bien que non. On peut toutefois dire avec certitude que l'eau est devenue l'or bleu du 21e siècle. Le Canada aura donc un rôle crucial à jouer dans les prochaines années, puisque notre pays détient 7 % de l'eau douce de la planète. Depuis plusieurs années, les États-Unis convoitent notre eau, surtout lors de périodes de sécheresse. Plusieurs États du sud des États-Unis font face à de graves pénuries d'eau et ont dû avoir recours à l'importation d'eau. On peut penser que d'autres pays émergents comme la Chine ou l'Inde auront besoin de plus grandes quantités d'eau au cours des prochaines décennies. Les États qui manquent d'eau se tourneront vers ceux qui en ont en abondance. Régulièrement, on entend parler de projets d'exportation d'eau douce par bateau-citerne. Les inquiétudes ont été accentuées par l'entrée en vigueur de l'ALENA en 1994. L'accord de libre-échange nord-américain considère l'eau comme un produit de consommation et certaines clauses pourraient ouvrir la porte à l'exportation d'eau. Le projet de loi de C-383 du député Bruce Gray Owen Sound a pour but de renforcer les interdictions à l'égard des prélèvements massifs d'eau. Il vient en fait corriger certaines lacunes du projet de loi C-26 déposé en 2010 par le gouvernement et qui était mort au feuilleton. Ce projet de loi visait l'interdiction de prélèvement d'eau dans les eaux transfrontalières et dans les eaux limitrophes. Mais il ignorait la menace la plus plausible pesant sur les eaux canadiennes, celle du prélèvement dans les eaux provenant des transferts entre bassins hydrographiques. Le projet de loi actuel, C-383, viendrait interdire la délivrance d'un permis pour un projet qui relie des eaux non frontalières à un fleuve international et dont le but serait d'accroître le débit annuel vers les États-Unis. Donc, il serait maintenant interdit de construire un canal ou un pipeline transportant des eaux canadiennes vers un fleuve international, comme la rivière Rouge, par exemple. Ce projet de loi est un pas dans la bonne direction pour protéger nos eaux. Sauf que l'opposition officielle considère qu'il ne réglera pas entièrement la question de la gestion de l'eau au Canada. Il est clair que ce projet de loi privé n'interdit pas toutes les exportations massives d'eau. Il faudrait aussi assurer la protection des eaux de surface, réglementer les éventuelles exportations d'eau par navire-citerne, contrer les menaces que représente l'ALENA et surtout interdire l'exportation d'eau potable embouteillée. L'année dernière, mon collègue qui est assis juste devant moi de Burnaby New Westminster a déposé une motion en faveur d'une stratégie nationale de l'eau et nous l'en remercions grandement. Nous sommes d'avis que l'accès à l'eau est un droit fondamental et qu'il faut interdire toutes les exportations à des fins commerciales, qu'il ne faut pas privatiser les services d'approvisionnement en eau. Pourquoi? Parce que l'eau n'est pas un produit, mais bien un bien commun. Et il est essentiel à la survie de notre espèce et de toutes les autres espèces. L'Assemblée générale de l'ONU a reconnu l'accès à l'eau potable comme un droit fondamental en 2010. Malheureusement, le Canada, par le biais des conservateurs, s'est abstenu et a affirmé que le droit à l'accès à l'eau n'était pas codifié par le droit international. Il est temps que le Canada joue un rôle de premier plan en ce qui concerne l'accès à l'eau. Certains entrepreneurs vous diront qu'il faut exporter notre eau vers les pays qui en ont besoin. Mais cette marchandisation de l'eau ne réglera pas le problème. D'abord parce que les citoyens les plus pauvres n'auront plus les moyens d'acheter cette eau importée et embouteillée.
Ensuite, il ne s'agit pas simplement d'un problème d'exportation ou d'approvisionnement, mais plutôt de distribution. De grandes quantités d'eau sont gaspillées par les plus riches de la population mondiale et c'est une minorité qui est aux dépens des plus pauvres. Dans les pays en développement, les besoins quotidiens en eau sont évalués de 20 à 30 litres par jour et certaines personnes très pauvres n'en consomment que 3 ou 4 litres. Au Canada, un citoyen consomme en moyenne 300 litres d'eau par jour, ce qui équivaut à 3 baignoires pleines. C'est le double de la quantité que consomme un Européen. Nous sommes en fait les deuxièmes plus grands gaspilleurs d'eau potable après les États-Unis. Et avant de parler d'exportation, il faudrait parler de conservation. Notre surconsommation de produits manufacturés, l'exploitation de ressources naturelles dans des conditions de non-respect de l'environnement et le gaspillage ont des impacts désastreux sur notre gestion de l'eau. Il faut aussi rappeler que les vieux réseaux d'aqueducs, lorsqu'ils ne sont pas entretenus ou réparés, provoquent des fuites énormes et beaucoup de gaspillage. Il faut réparer les conduites et les systèmes de filtration qui relèvent maintenant de juridictions municipales. Par manque de ressources, les municipalités se tournent vers des investisseurs privés pour financer les travaux. Toutefois, l'eau est une question de santé et de sécurité publique et devrait être gérée par le public qui doit répondre à la communauté. Lorsque les entreprises à but lucratif contrôlent l'eau, la qualité diminue et les coûts augmentent. Le gouvernement fédéral devrait aider les municipalités à se doter d'infrastructures de qualité pour l'approvisionnement en eau. C'est beau que les conservateurs annoncent des nouvelles réglementations dans le domaine du traitement des eaux usées. Encore faudrait-il que les municipalités aient accès à un budget raisonnable. Et d'ailleurs, les municipalités attendent toujours le budget qui n'a pas encore été énoncé par le gouvernement fédéral. Nous devons aussi réaliser l'importance de préserver la qualité de notre eau. Les compressions effectuées dans les programmes de surveillance environnementale et les modifications à la loi des pêches auront un impact catastrophique sur nos eaux. L'habitat des poissons ne sera plus protégé, le nombre d'évaluations environnementales des projets industriels a déjà diminué de 3 000 cet été et la population ne sera plus consultée comme elle l'était auparavant. Ça, ce sont les résultats du projet de loi Omnibus C-38 sur lequel on a voté en juin dernier. En plus d'affaiblir nos lois environnementales, ce gouvernement conservateur coupe dans les programmes de recherche et de surveillance de l'eau. Il met la hache dans les programmes comme l'enquête sur l'eau potable et les eaux usées des municipalités, qui recueillaient des données sur les sources d'eau, son utilisation et le niveau des traitements des eaux usées. Le gouvernement abolit aussi les études de suivi sur les effets sur l'environnement, un outil scientifique qui permettait de détecter les changements dans les écosystèmes aquatiques touchés par les rejets d'effluents. Toutes ces compressions auront des conséquences sur la qualité de nos eaux. Est-il besoin de rappeler qu'en 2000, 17 personnes sont mortes à Walkerton, en Ontario, lorsque l'eau potable a été contaminée par le colis? Voulons-nous que d'autres tragédies semblables se répètent à cause d'une mauvaise gestion de la qualité de l'eau? Et qui voudra importer de l'eau canadienne lorsqu'il y aura des doutes sur sa qualité et sur sa salubrité? En terminant, j'aimerais dire qu'il serait faux de croire que le Canada est à l'abri de pénuries d'eau. Actuellement, un quart des municipalités canadiennes a déjà fait face à des pénuries d'eau et un tiers d'entre elles dépendent d'eau souterraine pour combler leurs besoins actuels. Il est essentiel de se doter d'une stratégie canadienne de l'eau, comme mon collègue de Burnaby, New Westminster, l'avait proposé en 2010. Le projet de loi du député Bruce Gray Owen Sound est un pas dans la bonne direction, mais il est clairement insuffisant et incomplet. La crise environnementale que nous vivons requiert des changements fondamentaux dans nos habitudes de vie et dans notre politique de développement des ressources. Il faut donc mettre nos idéologies et notre partisanerie de côté et faire preuve de pragmatisme, d'initiative et de leadership sur le plan national et international. Nous ne devons pas léguer à nos enfants, à nos petits-enfants, une dette sociale et environnementale, et c'est maintenant qu'il est temps d'agir. Merci, M. le Président. Bravo. Continually speaking against his own interests. L'honorable député de Beauharnois-Saint-Lavallee. Merci, M. le Président, et j'inviterai le ministre à venir dans mon comté où, sur le terrain, ce n'est pas du tout efficace, les chiffres qu'ils viennent de donner. Les coupures ont des conséquences, M. le Président, et les ignorer, comme le font les conservateurs, ne fait pas disparaître les problèmes. La vision de la sécurité frontalière de ce gouvernement, couper 143 millions de dollars dans nos douanes. Ça veut dire plus de criminalité dans les collectivités frontalières,
plus de risques que nos enfants soient en contact avec la drogue et plus d'armes illégales dans les rues. Ça veut donc dire un Canada moins sécuritaire. Alors, Monsieur le Président, les conservateurs peuvent-ils nous dire pourquoi ils ont abandonné la responsabilité de protéger les collectivités frontalières? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Let me repeat this. Since coming to our office, our government has increased frontline border officers by 26%. And you know, Mr. Speaker, when we bring in legislation to toughen up our laws in order to ensure that criminals, in fact, dangerous criminals, violent criminals, in fact, spend time behind bars, that member stands up and votes against it.